actuelle, les pratiques que l'on observe en France s'inscrivent dans un contexte global, mondial, où la liberté de manifester, la liberté d'assembler collective, ces libertés sont en grand danger. Vous avez déjà donné les statistiques. La France tombe tout à fait dans ces développements, dans cette évolution de nature internationale. Elle n'est pas au même niveau qu'un pays comme l'Iran ou comme l'Égypte, bien sûr. Mais en France, nous assistons à des débordements, à des utilisations excessives de la force, en particulier à l'utilisation des grenades de désencerclement, à l'utilisation de la NAS, à l'utilisation de matraques qui ne peuvent être utilisées que pour infliger des mauvais traitements. Est-ce que pour vous, il faut dissoudre la BRAV, la brigade lacrymogène? Allez-y. Est-ce que pour vous, on se souvient des années 1980, lors de la mort de Malik Oussekine et de la dissolution de ce qu'on appelait les voltigeurs, est-ce qu'Amnesty International appelle aujourd'hui à la dissolution de cette police qu'on appelle la Brave M? Écoutez, à l'heure actuelle, Amnesty International n'a pas encore pris position sur cette brigade. Ça va peut-être venir. Nous prenons une position très nette, par contre, sur l'utilisation de certaines de ces armes, en particulier les grenades de désencerclement qui doivent être interdites, la LBD 40 qui devrait ne pas être utilisée tant qu'on n'a pas fait les études nécessaires. On demande à ce que le gaz lacrymogène soit utilisé d'une certaine façon. Si ça ne l'est pas, ça devient illégal. Donc il y a des mesures qui peuvent être prises immédiatement pour s'assurer qu'il n'y ait pas de tels débordements, de tels actes de violence de la part de l'État. Depuis plusieurs semaines, les organisations de défense des droits humains ne cessent d'alerter face aux violences policières qui se multiplient en France pour réprimer le mouvement social qui manifeste contre le passage en force sur la réforme des retraites. Paris, debout, soulève-toi. Paris, debout, soulève-toi. Des violences qui, selon ces organisations, menacent la liberté de manifester et remettent en question le devoir de l'État à garantir les droits et la sécurité de sa population. Les images circulent sur les réseaux sociaux, les plateaux télé et les preuves sont accablantes. En vrac, on pourrait citer le retour des NAS illégales, de l'usage d'armes mutilantes comme le LBD et les grenades de désencerclement ou grenades explosives, le gazage à outrance ou encore l'emploi de policiers non formés au maintien de l'ordre et réputés pour leur violence, comme les Bravem ou la BAC. Et enfin, les interpellations et arrestations injustifiées. Tout ceci sans parler des violences de ce week-end à Sainte-Soline. Une manifestation pendant laquelle les observateurs ont constaté que le dispositif mis en place par les forces de l'ordre avait mis gravement en danger l'ensemble des personnes présentes sur place. Le tout pour empêcher l'accès à la bassine, quel qu'en soit le coût humain. 2 manifestants sont encore dans le coma. Face à tout cela, beaucoup considèrent que la violence de la police est justifiée, voire même provoquée, par celle de certains manifestants. C'est notamment le cas du gouvernement, qui nie en grande partie les violences policières et s'affiche en rempart face à la violence illégitime et dangereuse. Juste, vous dites les violences policières n'existent pas? Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas de système organisé. Il peut y avoir des gens qui produisent ce qu'on appelle du dérapage, mais globalement, il faut leur rendre hommage. Les forces de l'ordre font leur travail dans des conditions qui sont extrêmement difficiles parce qu'elles, contrairement à ceux qu'elles ont parfois en face d'eux, elles cherchent à préserver la vie humaine. Nous ne céderons rien à cette violence. Rien. En démocratie, on n'a pas le droit à la violence. Nous sommes et nous resterons le rempart à la violence illégitime et dangereuse. Non au désordre, à la bordélisation et je veux le dire à ceux qui veulent mettre le chaos en utilisant les policiers comme victimes de leur propre incurie. Mais est-ce vraiment ce qu'il se passe aujourd'hui? Est-il nécessaire de rappeler que la santé d'une démocratie se mesure notamment à sa capacité à contrôler l'usage de la force publique, à maintenir un dialogue démocratique? Pour comprendre ce qu'il se joue en ce moment en France, je reçois Patrick Beaudouin, président de la Ligue des droits de l'homme. Aujourd'hui, il s'inquiète de l'escalade des violences policières, du glissement autoritaire de l'État français et dénonce un gouvernement qui réprime par la force le mouvement social. Patrick Beaudouin, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de Blast. Alors, vous êtes président de la Ligue des droits de l'homme, une association qui œuvre depuis 1898 à la défense des droits et libertés. Pour en venir tout de suite à l'actualité, dans votre communiqué conjoint avec la FIDH du 23 mars dernier, vous écrivez « À la violence parlementaire et politique s'est ajoutée
la violence policière. Première question, comment est-ce que vous analysez la situation que nous vivons actuellement ? La situation que nous vivons actuellement est une situation d'abord extrêmement préoccupante, qui se traduit par un déni de démocratie évident. Il faut dire que depuis plusieurs mois, nous sommes très inquiets en matière de liberté et d'atteinte à certains droits fondamentaux. Je citerai, on peut en citer d'autres, mais la liberté d'expression avec des difficultés pour la presse, la liberté d'association avec ce contrat d'engagement républicain qui finalement permet de supprimer des subventions sous prétexte de non-respect de ce qui figure dans le contrat d'engagement républicain comme obligation. On pourrait multiplier les exemples qui nous inquiètent. Mais j'en viens à l'actualité plus immédiate. On assiste à un problème en matière de démocratie politique, bien sûr, avec un président qui est discrédité, un parlement qui est déconsidéré, et en revanche un mouvement social qu'on a vu évoluer, un mouvement citoyen, avec cette contestation de la loi sur les retraites qui a été particulièrement exemplaire, qui traduit une revendication très majoritaire dans le pays d'opposition à cette loi, et qui pour autant s'est heurté à la surdité du pouvoir et une forme de mépris à son égard. Et évidemment, comme cela était prévisible, c'était la chronique en quelque sorte d'un désastre annoncé. Dès après l'adoption de cette loi en recourant à un passage en force, avec le 49.3. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement. On a vu les manifestations qui s'étaient déroulées jusque-là d'une manière parfaitement paisible et coordonnée prendre une dimension différente, avec plus de rage, très compréhensible du côté des manifestants, le sentiment de ne pas avoir été entendu, le sentiment que ça ne servait à rien finalement de revendiquer paisiblement, et l'apparition de groupes, comme toujours dans ces cas-là, plus extrémistes, mais du point de vue de ceux qui manifestaient, de plus en plus jeunes, c'était non pas l'adhésion à cette violence, mais l'impression qu'après tout, on ne s'en sortait pas si on ne commençait pas à être plus violent. Donc ce que vous dites, c'est qu'il y a eu plus de petits groupes violents dans ces manifestations face au passage en force. Oui, mais c'est pas seulement qu'il y ait des groupes violents, c'est pas nouveau. Oui, c'est ça. C'est plutôt que les manifestants qui jusque-là c'était le cas des syndicats par exemple, qui n'aiment pas justement qu'on vienne perturber leurs manifestations. Là, au contraire, il y avait une sorte de tolérance par rapport à cette violence. Pas encore une adhésion, mais après tout, disant c'est pas plus mal qu'il y ait un peu de casse, quoi. Et ça, c'est inquiétant parce que c'est le signe que les rouages de la démocratie, les rouages du dialogue sont en difficulté. Donc voilà, il y a une situation qui est explosive et face à ça, il y a aussi une augmentation des violences policières qui sont dénoncées par les organisations de défense des droits humains depuis plusieurs semaines déjà. Et ça, j'y viens. Face à ce mouvement populaire citoyen, le pouvoir n'a eu d'autre réponse qu'une répression violente et une montée en puissance de cette répression, une sorte d'escalade, alors qu'au contraire, il aurait fallu essayer d'apaiser. Alors ça s'est traduit depuis une quinzaine de jours maintenant par le retour à des méthodes de la part des forces de l'ordre qui étaient celles qui avaient été utilisées en gros au moment notamment de la crise des Gilets jaunes et que nous avons combattues à l'époque. Alors, quelles sont ces méthodes ? Ça a été suffisamment répertorié, mais les interpellations préventives, abusives, qui frappent non pas les casseurs en réalité, mais ceux ou celles qui viennent manifester paisiblement, des gardes à vue qui ne conduisent à rien puisque les personnes sont relâchées. Et puis, pendant les manifestations elles-mêmes, on a vu la brave M, c'est-à-dire ces brigades motorisées, ces policiers à moto,
qui génère tout de suite une tension. Et il y a eu un certain nombre d'enregistrements assez accablants aussi, hein, justement. Sur leur comportement. T'inquiète pas que la prochaine fois qu'on vient, tu monteras pas dans le car pour aller au commissariat. Tu vas monter dans un autre truc qu'on appelle ambulance pour aller à l'hôpital. Oui, on a vu 7 personnes qui ont été humiliées, insultées, frappées. Ce qui m'a le plus choqué, c'est l'interpellation par la brave. J'ai une camarade de Noémie, il lui dit « Je vois la peur dans ton regard, j'aime ça ». Bon, c'est vraiment une violence. Et puis, le retour aussi à l'utilisation, par exemple, des LBD et principalement de grenades de désencerclement qui sont des grenades extrêmement dangereuses parce qu'elles éclatent, elles explosent et elles sont susceptibles par les éclats, justement, de blesser grièvement les manifestants. Donc, toutes ces méthodes conduisent à faire monter la tension et sans qu'on voit, même s'il y a une petite évolution du côté du pouvoir, sans qu'on voit d'issue et sans qu'on voit vraiment d'alternatives qui permettrait de revenir à des fonctionnements plus démocratiques. Bonjour. Cléredon, vous êtes défenseur des droits. Vous êtes notre vigie, en quelque sorte, et vous rendez un rapport accablant. Les atteintes aux droits se multiplient partout en France et dans presque tous les domaines. Services publics, police, maintien de l'ordre. Alors, il y a la question des libertés, il y a la question de la vigilance sur le maintien de l'ordre. On va y revenir, sur l'usage de la force. Vous étiez d'ailleurs au PC de sécurité de la préfecture de police de Paris pour l'une des récentes manifestations. Vous allez nous raconter ce que vous y avez vu, mais aussi sur le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit au service public en général. Et là aussi, votre rapport, il est saisissant. Les Français ont-ils tous accès au service public? Sommes-nous égaux face au service public? On va y revenir, mais une question que je n'aurais jamais imaginé avoir à poser, Claire Hédon. A-t-on le droit d'interdire les casseroles en France? En tout cas, on a le droit de manifester en France. Et c'est un des piliers de la démocratie. Quand on parle de la démocratie, on pense tout de suite élection et représentativité électorale. Mais en fait, la démocratie, ce n'est pas que ça. C'est ça, certainement. Mais c'est aussi la liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté de manifester. Et le principe... Je voudrais qu'on écoute, parce que est-ce qu'on a le droit de faire du bruit avec des casseroles en France? C'est ce qui s'est passé hier. Et ça a visiblement été interdit par certains. Écoutez. C'était évidemment à l'arrivée d'Emmanuel Macron dans l'Hérault, et comme ça a été le cas, partout il a été pratiquement depuis 2 jours. Et certains policiers, on les a vus, ou gendarmes, qui ont demandé à ouvrir les sacs des manifestants ou des manifestantes et qui interdisaient les casseroles, les boîtes de conserve, tout ce qui pouvait être un objet sonore portatif. C'est légal, ça? Alors, nous ne sommes pas encore saisis de cette situation et j'imagine que, vu ce qui se passe, on va être saisis et du coup, nous mènerons une enquête. Et entre autres, nous demanderons à connaître l'arrêté préfectoral qui a été rendu. Et à partir de là, ce qu'on va évaluer, c'est effectivement, est-ce qu'il y avait vraiment un risque de trouble grave à l'ordre public? Parce qu'en fait, l'État, effectivement, les pouvoirs publics peuvent interdire une manifestation s'il y a un risque grave de trouble à l'ordre public. Et donc, ce qu'il faut analyser dans cette situation, c'est est-ce qu'il y a un risque grave de trouble à l'ordre public? C'est vraiment la question qui doit être analysée. Mais j'insiste sur cette question de liberté de manifester, aussi sur le fait que les organisateurs doivent déclarer la manifestation, mais c'est pas une demande d'autorisation, ce qui est une nuance, et participer à une manifestation qui n'a pas été déclarée n'a rien d'illégal. Donc ça, c'est quand même... En fait, ça n'est illégal que si elle a été expressément interdite. Exactement. Et ça, c'est quand même un point qui est vraiment très important. Et elle n'est interdite que s'il y a un risque grave de trouble à l'ordre public. Autrement, elle n'a pas de raison d'être interdite. Enfin, ce que je veux dire, c'est que le principe, c'est la liberté de manifester. Et d'ailleurs, c'est aussi le principe de base du maintien de l'ordre et du schéma de maintien de l'ordre. L'objectif premier, c'est cette liberté de manifester. Alors le maintien de vue. Est-ce que vous pouvez d'abord que j'explique vraiment ce que c'est un contrôle externe de la déontologie des forces de sécurité? Mais non, mais il en faut 2 secondes. Bien sûr, aucun problème. Au contraire, on est là pour expliquer. Le contrôle d'abord de la déontologie des forces de sécurité, il se fait par les pairs, les policiers, les gendarmes qui sont autour, par la hiérarchie, par l'IGPN et l'IGGN, et nous sommes le contrôle externe. Et dans une démocratie, il y a un contrôle externe et indépendant. Ce point-là est vraiment très important. Et qu'est-ce que nous cherchons dans les enquêtes que nous menons à chaque fois? C'est savoir si la force a été utilisée de façon nécessaire et proportionnée. Les forces de l'ordre, de par leur nom, elles ont l'usage de la force qui est parfaitement normal. Mais dans une démocratie, cette force, elle est contrôlée. Et nous, ce que nous cherchons à chaque fois à savoir, c'est si c'était nécessaire
et proportionné. Donc aller dans la salle de commandement, je dirais, fait partie de nos enquêtes en général où on cherche à comprendre pas simplement le fait, c'est-à-dire la violence qui a été utilisée à un moment et de savoir si elle était nécessaire et proportionnée, mais dans cette enquête, nous cherchons aussi à savoir quel est l'encadrement, quels ont été les ordres donnés, quelle a été la formation. Et donc effectivement, aller en salle de commandement est intéressant parce que ça participe effectivement à ce qu'on arrive à comprendre dans le maintien de l'ordre. Qu'avez-vous ? Les forces de l'ordre ont l'usage de la force, je vous l'ai dit dès le début, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais cette force doit être nécessaire et proportionnée. Et c'est ça qu'il faut étudier. Et ce qu'il faut étudier, c'est qu'est-ce qui a généré à certains moments des forces disproportionnées. Je vous donne juste un exemple pour qu'on comprenne. Quelqu'un qui est maîtrisé, c'est une des premières décisions que nous avons rendues, qui est maîtrisé et qui est au sol. Et donc, qui ne peut plus... voilà. Qu'au moment où on est maîtrisé, on a utilisé de la violence, pas de doute. Mais il est maîtrisé au sol et il y a un policier qui continue à lui taper dessus. Ce policier, casqué, cagoulé, sans RIO visible. Nous n'avons jamais réussi à savoir qui c'était. Les policiers autour ne savaient pas, l'encadrement ne savait pas. Donc on n'est même pas sûr qu'il est policier ? Si, on est absolument sûr qu'il est policier. Et évidemment, entre nous, je doute parfaitement que ne savaient pas autour qui c'était. Et donc ça, c'est absolument... Ce que vous voulez dire, c'est quand vous dites qu'ils ne savent pas, en fait, vous pensez qu'ils savent très bien et que tout le monde se tait, que tout le monde... Et ça, tout le monde couvre. C'est inadmissible. Ou en tout cas, alors si je veux dire... C'est très grave ce que vous dites. Ça veut dire que l'encadrement, c'est-à-dire que les collègues ont couvert un acte répréhensible. Si l'encadrement de la police n'est pas capable de savoir qui c'est, je trouve ça quand même excessivement inquiétant. Et donc ça milite bien dans ce que nous disons, le port du RIO visible. Le port du RIO visible qui permet d'identifier... Le numéro d'identification des policiers. Hein. Et c'est ça qui est absolument vraiment indispensable. Ce que vous dites, c'est qu'il y a une culpabilité partagée. Il y a au minimum une complicité. Dans le fait je garde un doute au fond de moi sur le fait que personne n'ait réussi à savoir qui c'était. Voilà, je ne peux pas ne pas douter. Ou en tout cas, si jamais c'est vraiment le cas, je trouve ça particulièrement inquiétant. Et pourquoi vous me racontez pas ce que vous avez vu dans le PC de sécurité ? Alors, dans le PC de sécurité, effectivement, comment se déroule la manifestation, c'est-à-dire entre autres ce qu'on appelle le pré-cortège, la partie black box, c'est pour ça que je vous ai dit que je condamne tout acte de violence, clairement, et la façon dont effectivement les forces et le PC sécurité et donc le préfet de police de Paris doit gérer ces violences et gérer à la fois le reste de la manifestation, parce que le but c'est que le reste de la manifestation qui est bien plus nombreuse puisse manifester. Est-ce que vous avez vu quoi que ce soit ? Est-ce que vous vous êtes dit, tiens, quand je regarde en temps réel la manière dont sont prises les décisions, dont sont donnés les ordres, puisque vous étiez au cœur du lieu d'où partent les ordres. Est-ce que vous avez eu le sentiment qu'à ce niveau-là, à cet échelon-là en tout cas, il y avait des excès, des abus ? Mais je ne suis pas, quand on est en salle de commandement, en capacité d'évaluer cette question. En fait, ce que je vous ai dit, à chaque fois ce que nous observons, c'est des actes où la force a utilisé de façon ni nécessaire ni proportionnée. Mais effectivement, dans quelles conditions aussi sont mis les forces de sécurité ? Mais c'est pas des moments qu'on peut voir. Et d'ailleurs, mais le préfet de police lui le dit lui-même, il ne voit pas l'ensemble des actes, il les voit après dans les vidéos qui circulent. En revanche, je trouve que quand il y a, et on voit en ce moment des vidéos, on va mener des enquêtes. Nous, il nous faut du temps pour mener des enquêtes en contradictoire. Nous sommes totalement impartials d'aucun côté et nous allons mener des enquêtes. Plusieurs affaires sont devant les tribunaux, donc il nous faut l'autorisation du procureur pour enquêter. Donc tout ça va prendre du temps et évidemment que nous rendrons ce qu'on appelle nous une décision cadre, enfin je veux dire un rapport plus général sur l'ensemble du maintien de l'ordre pendant cette période-là. Ce qui m'inquiète, c'est qu'en fait, en ce moment, nous ne sommes pas dans une désescalade de la violence. Et quand j'observe ce que font nos voisins, parce que j'ai beaucoup d'échanges avec nos homologues, et qu'est-ce qui se passe en Grande-Bretagne, en Allemagne, dans les pays du Nord ? Comment ils gèrent, eux, les débordements de manifestations ? Ils sont aussi confrontés à des black box, et comment ils les gèrent ? Et ils ont beaucoup plus travaillé sur cette question de la désescalade de la violence. Et la désescalade, elle se joue à tous les niveaux, et je pense que c'est absolument indispensable d'avancer, parce qu'autrement, on va continuer à une violence qui augmente. Si je vous écoute et si j'essaie de comprendre les sous-titres, Claire Hédon, ce que vous laissez entendre, c'est que malgré tout, ce serait aux forces de l'ordre, aux politiques, de mener la désescalade. C'est clairement à tous les niveaux. Vraiment, c'est exactement ce que vous êtes en train de dire. Cette désescalade se joue à tous les niveaux. Elle s'est manifestée par quoi, la désescalade ? Quand vous dites nos voisins, les Allemands, les Anglais, ils ont travaillé sur la désescalade. C'est quoi la désescalade ? Ça se manifeste par quoi ? Par exemple, beaucoup dans ce que nous avions préconisé, et qui est d'ailleurs dans le schéma de maintien de l'ordre, mais qui n'est pas complètement appliqué pour l'instant, c'est toute la question de communiquer, de mieux communiquer avec les manifestants. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire prendre des
mégaphone et leur dire voilà ce qui va se passer. Attends, exactement, c'est aussi basique que ça. Mais on a vu aussi des images de fin de manifestation, par exemple, avec des policiers qui prenaient les mégaphones en disant la manifestation est terminée, nous vous demandons de vous disperser et de partir. Ça n'a pas été suivi de fait. Oui, mais alors là, on est typiquement, est-ce qu'il y a besoin d'utiliser la violence pour disperser? Est-ce qu'il ne faut pas attendre un petit peu que ça se disperse pour que ça ne se passe pas dans la violence? Dans les réclamations que nous recevons, là, dans les 127, il y a des situations, vous savez, ce qu'on appelle de NAS, donc de personnes qui n'ont pas pu sortir. Or, le Conseil d'État est très précis sur le fait qu'il peut y avoir des NAS, mais il faut qu'il y ait un point de sortie. On a plusieurs sur des questions de violence. On a sur des arrestations considérées par les gens comme arbitraires et avec des gardes à vue. Est-ce que vous avez aussi des saisines de la part, par exemple, de commerçants, de gens qui étaient dans la rue, qui ont eu leur vitrine abîmée? Non, parce que alors on a je voulais vous le dire quand même des saisines de journalistes qui est quand même assez nouveau, qui n'ont pas pu exercer leur travail. C'est absolument pour nous c'est nouveau. Non, alors vous avez raison, nous ne sommes pas compétents sur la question des manifestants qui utilisent de la violence, je pense aux Black Blocs, ni sur les commerçants qui ont des vitrines détruites. Mais ça, c'est juste la loi organique et la Constitution. La Constitution nous a dit de défendre les droits et les libertés. Notre domaine de compétence, c'est le contrôle externe de la déontologie des forces de sécurité. Le reste, les commerçants, c'est devant les tribunaux. Enfin, je veux dire, c'est la justice qui doit faire son travail, mais c'est pas nous, là. Claire Hédon, merci en tout cas d'être venue faire le point ce matin sur l'ensemble de ces droits, de ces libertés que vous défendez, vous qui êtes donc défenseur des droits. On retient aussi ce que vous nous avez dit sur la difficulté à avoir pu savoir qui était par exemple un policier à terre, y compris par ses collègues, et votre déclaration est particulièrement inquiétante. Merci à vous, il est 8h53 et vous êtes bien sur France sur le banc des accusés du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, critiqué notamment pour ses violences policières. Nous souhaitons recommander à la France de continuer à revoir les politiques et les méthodes des forces de l'ordre afin d'assurer des garanties contre l'utilisation d'une force disproportionnée lors des manifestations. L'utilisation d'une force disproportionnée lors de manifestations a régulièrement été pointée du doigt par des ONG dont Human Rights Watch ou Amnesty International, mais aussi très récemment par le Conseil de l'Europe après la manifestation durement réprimandée de Sainte-Soline, où un manifestant est resté dans le coma pendant plus de 2 semaines et n'est toujours pas sorti d'affaire. Sur Twitter, ce compte dit recenser tous les cas de violences policières. Lundi encore, il a été beaucoup alimenté. De violents affrontements ont eu lieu en marge des rassemblements du 1er mai. Plusieurs manifestants blessés, mais aussi beaucoup de policiers pris pour cible par des individus déterminés. Bilan 108 membres des forces de l'ordre blessés, dont un très grièvement par cocktail Molotov. Et oui, cette violence est plus forte, de plus en plus forte, dans une société qui se radicalise, et notamment du fait de l'ultra-gauche. Et j'espère qu'on aura les moyens techniques de pouvoir continuer à combattre cette violence. Pour la première fois dans plusieurs grandes villes, les forces de l'ordre ont utilisé des drones pour repérer les groupes les plus radicaux. Une méthode contestée dont les autorités espèrent qu'elle permettra d'améliorer les opérations de maintien de l'ordre lors de manifestations.
Edoui Plenel est avec nous en direct ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'être là, président et cofondateur de Mediapart, évidemment, et auteur, je le montre, de cet appel à la vigilance aux éditions de La Découverte. Vigilance face à la montée de l'extrême droite, face à la banalisation du discours xénophobe, vigilance face à ce que vous appelez la fascisation accélérée, qui aurait cours en France aujourd'hui. On va en parler évidemment longuement tous ensemble. Vous avez face à vous Roselyne Bachelot, Christophe Barbier et Antonin André qui nous rejoint à l'instant. Je voulais qu'on parle aussi évidemment de l'actualité de ces dernières heures et de ces derniers jours avant d'en venir au livre, avec un gouvernement qui tente de chercher la parade, notamment face aux casseurs. Une loi anti-casseurs, une nouvelle loi en réflexion. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, y réfléchit. Faut-il une nouvelle loi anti-casseurs ? En tous les cas, on y réfléchit et je rencontre vendredi le ministre de l'Intérieur. On va travailler ensemble. En ce qui me concerne, j'ai pris des dispositions, elles ont été votées d'ailleurs, pour que la réponse pénale soit plus ferme chaque fois que l'on s'en prend à un policier. Parce que s'en prendre à un policier ou à un gendarme, c'est s'en prendre à la République et à la démocratie. Edoui Plenel, faut-il empêcher les casseurs connus des services de police de participer à des manifestations? Mais peut-on le faire? C'est très curieux l'agenda de ce gouvernement. Ces derniers jours, il y a 2 personnes qui représentent des autorités indépendantes, qui ne sont pas du tout des opposantes, qui ont été nommées, choisies par Emmanuel Macron et par Éric Dupond-Moretti, la contrôleuse des lieux de privation de liberté. Qu'on entendra dans un instant. Bien sûr. Et la défenseure des droits. Et toutes 2 ont déclaré, vous l'avez entendu, ont rendu des rapports aujourd'hui même pour l'une, pour s'inquiéter. Et s'inquiéter de l'état de droit dans notre pays. De la façon dont l'état de droit est malmené, non pas par les casseurs, mais par le pouvoir actuel. L'état de droit n'est pas malmené par les casseurs. Mais excusez-moi, Christophe Barbier, nous ne sommes pas en train de faire des polémiques. Je suis en train de simplement résumer ce que disent 2 personnes très respectables, qui sont des autorités indépendantes, qui les documentent. Dans le cas de Madame Simoneau, elle raconte comment des gens sont mis en garde à vue, ce qui est illégal, mais ça, simplement pour les empêcher. Non, mais attendez, excusez-moi, c'est la question. On va en parler, excusez-moi, il peut y avoir les deux, il peut y avoir ce sujet-là, et démarrer sur les casseurs. Je vous réponds, c'est quelle est la question de la priorité? La priorité, aujourd'hui, est-elle d'arrêter de violenter la démocratie française, de la brutaliser, de ne pas avoir de précautions? Comme l'a dit même M. Macron dans un mot que j'ai commenté sur Mediapart, il a dit « je n'ai pas de scrupules ». Je n'ai pas de scrupules après le 49-3. Le scrupule, c'est protéger la démocratie. La démocratie, c'est fragile. Et les premiers qui doivent la protéger, c'est ceux qui en ont la charge. Et donc, je vous redis, cette histoire de loi anti-casseurs, c'est très étonnant. J'ai vu aujourd'hui que dans les bruits des gouvernements, on parlait de mettre un délit sur la construction de barricades. La construction de barricades. Nous sommes en France. Il y a eu des barricades qui ont fait la République française. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que toutes ces violences qui sont condamnables, qui sont discutables, elles viennent, excusez-moi, elles viennent aussi du mépris du peuple français, de la façon dont il est humilié depuis plusieurs mois. Et donc, je réponds de cette manière-là pour vous dire, vous voyez comment la boucle, tout de suite, depuis 48 heures, le seul débat, c'est les casseurs. Non, c'est pas le seul débat. Pardon, je vais laisser la parole. Ça a été votre première question. Ça n'est pas le seul débat. Oui, c'est ma première question parce qu'il y a des images. Il y a des images qui ont choqué Edoui Plenel. Mais pas la différence. Excusez-moi, la défenseur des droits. Mais on va y venir. Il y a les deux. Je suis d'accord que j'ai démarré. Pardon, j'ai choisi de démarrer par là. Faites pas la différence entre les Black Blocs et les manifestants. Aujourd'hui même, la contrôleuse des lieux de liberté. Aucun problème. Raconte un. Mais je vous parle. Nous faisons le même métier. Oui. La question, c'est qu'est-ce qu'on met en tête? Oui, mais vous ne répondez pas. Moi, je vous dis, je ne suis pas un politique en train de vous répondre comme un politique, je vous réponds comme un journaliste. Donc moi, je vous réponds comme journaliste que ce que je mets en tête aujourd'hui même, dans l'actualité du jour, parce que les casseurs dont vous me parlez, c'était lundi, c'est la contrôleuse des lieux de liberté qui raconte que des gens, excusez-moi, je termine la phrase, que des gens sont interpellés pour les empêcher de manifester. La garde à vue, c'est violent. Qu'ils sont palpés, y compris à nu, c'est-à-dire
avec quelque chose qui violente leur corps. Cette contrôleuse des libertés, vous lirez son interview. C'est une ancienne journaliste. Elle était sur BFM Télé tout à l'heure. Elle était sur BFM Télé tout à l'heure. C'est pour ça que je voulais vous mettre. Elle était sur BFM Télé. Vous ne pouvez pas vous en tirer comme ça. Vous ne pouvez pas vous en tirer comme ça. Me tirer de quoi? Non. Laissez-moi aller au bout. Vous ne pouvez pas vous en tirer comme ça. Il y a des manifestations. Il y a probablement effectivement des mesures qui sont prises qui sont parfois excessives. La question qui se pose, c'est est-ce que les Black Blocs, les gens qui viennent par milliers, notamment de pays européens, qui viennent aujourd'hui pour mettre à mal la République et la démocratie dont vous faites le défenseur, est-ce que ces gens-là, il faut se donner aujourd'hui les moyens de les neutraliser, ou est-ce que vous considérez que, après tout, ils sont aussi dans leur bon droit et qu'on ne peut pas les neutraliser et qu'il faut les laisser mettre à mal les forces de police? Je vous réponds, et c'est mon droit. Je suis journaliste. Notre métier, c'est choisir des informations et décider quelles sont les plus importantes. Aujourd'hui, pour moi, les plus importantes, c'est la façon. Oui, mais c'est la façon. Le pouvoir. Mais attendez, je suis quoi? Je suis un représentant de la politique. Vous avez votre priorité. Qu'est-ce que c'est ça? Edoui, vous avez votre priorité de ligne éditoriale. Et en effet, on hiérarchise l'information quand on est à la tête d'un média. Mais ça ne veut pas dire qu'on élimine tout ce qui n'est pas en tête de gondole. Si votre tête de gondole, c'est de dire la police se comporte mal, on peut le comprendre. Vous vendez ça avec Mediapart. Mais dites aussi que derrière, il y a un deuxième sujet. Mais excusez-moi, vous regardez ce qui s'est passé? Vous regardez la réalité? Bien sûr, mais c'est très important. D'ailleurs, BFM a beaucoup parlé de ça. Je vends ça. Je suis venu pourquoi là? Alors, pourquoi vous ne traitez pas le deuxième sujet? Excusez-moi. On a bien connu votre priorité, mais votre deuxième sujet. Vous m'interpellez comme si j'étais un politique qui venait... Non, je viens pour un livre. Vous m'avez invité pour un livre. Oui, il est là. On va en parler, vous inquiétez pas. On va parler. Parlons de ce qu'il y a sur Mediapart. Dans votre livre, l'actualité. Il y a un très beau passage à l'heure. Mais non, je vous dis que vous êtes dans un agenda qui est tout à fait un agenda gouvernemental. Mais si, on a parlé des deux. J'arrive sur ce plateau. Nous avons une manifestation qui a eu lieu il y a 48 heures. Et vous, votre première question, Monsieur Plenel, les Black Blocs, est-ce que vous les condamnez? Eh bien, moi, je vous réponds qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays où il y a un pouvoir politique qui brutalise la société, qui brutalise ceux qui exercent un droit fondamental, le droit de manifester, qui donne des consignes, parce que j'ai été rubricaire police, et le maintien de l'ordre, c'est une discipline politique. Vous avez vu comment le maintien de l'ordre a changé à partir du 49.3. Vous avez vu comment la virulence des policiers s'est traduite. Mais c'est des Black Blocs sont arrivés aussi. Donc, pour moi, c'est la poule et l'œuf, non? Les policiers protègent aussi les cortèges des manifestations. Vous entendez ces témoignages-là, Edouard Plenel, de ces restes qui disent on a le sentiment d'être les derniers remparts pour les institutions. Comment est-ce que vous accueillez ces mots-là? Avec quelle inquiétude vous les accueillez? Je vous redis ma réponse. J'ai une grande inquiétude sur un président qui a été élu pour faire barrage à des violences, faire barrage à des virulences, faire barrage à des haines, et qui lui-même chauffe à blanc le pays. Quand vous dites qu'est-ce qui protège, quel est le dernier barrage d'une démocratie? Le pouvoir parlementaire, par exemple. Tout le monde le sait, cette réforme sur les retraites n'a pas été votée. On a empêché le vote du Parlement parce qu'il allait être perdu. Donc, bien sûr qu'il y a des colères. Bien sûr qu'il y a des policiers qui sont mis en première ligne de ces colères. Bien sûr qu'il y a une expression de ces colères. Et je rappellerai ce fait historique que nos conquêtes démocratiques, nos conquêtes républicaines ont été faites aussi par des colères. Elles ont été faites. La Bastille, ça a fait très très peur. Il y a même eu des lynchages. Les barricades des Trois Glorieuses, 1848. Les journées de février avec Baudelaire. Enfin bref, c'est notre histoire. Donc qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis que vous avez sous les yeux, c'est vraiment énorme votre questionnement de ce soir. Vous avez sous les yeux depuis plusieurs mois un pouvoir qui s'entête face à la majorité du pays, face aux autorités indépendantes, face aux parlementaires, face à une unité syndicale d'un calme extraordinaire, d'une démonstration de force de la CFTC à Sud comme on n'a jamais vu, des manifestations massives,
populaire. Et vous, ça fait très très longtemps que je ne suis pas venu sur votre télévision, et votre première question face à un journal indépendant qui documente tout cela, votre première question, c'est les violences contre les policiers, qu'est-ce que vous en dites, qu'est-ce que vous en faites? Tout. Non, mais on documente tout dans ces cas-là du pénal. On documente ça et on documente aussi... Tout le monde a bien compris. Juste une chose, Roselyne, avant, je parle en termes de mise en scène de l'information. Pour documenter les choses. De mise en scène de l'information, ici même sur ce plateau. Des deux côtés et du Plenel et de manière je rappelle que vous m'aviez invité pour ça. Et évidemment, tout d'un coup, les policiers, vous êtes avec eux, vous êtes de quel côté? Ne vous inquiétez pas, on va en parler de Plenel. Juste une chose, vous parlez de documenter. On a documenté aujourd'hui. On a sorti, nous, ce chiffre aujourd'hui sur BFM TV. 44% de classement sans suite pour les gardés à vue du 1er mai. 44% de classement sans suite. Ce qui pose évidemment un problème. Excusez-moi, mais expliquez même ce que vous voulez dire. Quand on garde à vue quelqu'un dans la loi, c'est parce qu'on a des faits à lui reprocher. Ce qui est documenté aujourd'hui, qui avait été pratiqué au moment des Gilets jaunes, et qui est totalement contraire à l'état de droit, et qui crée du ressentiment, et donc aussi une jeunesse qui, du coup, peut se dire qu'elle est légitime à être violente. Qu'est-ce que je veux dire? Ça veut dire qu'on met en garde à vue, dans des lieux infects, insanes, des gens uniquement pour les empêcher d'exercer un droit. Et du coup, même les policiers, on le raconte dans Mediapart aujourd'hui, disent à leurs collègues « Mais pourquoi tu me les as amenés, ceux-là ? Qu'est-ce que c'est, ceux-là » C'est ce que dit Dominique Quand je Simoneau. dis « Je suis rubricard police », c'est moi qui ai documenté, quand j'étais rubricard police, le tandem qui a été au cœur des voltigeurs, donc de la mort de Malik Oussekine. Nous avons obtenu par nos révélations la fin de ces unités. Comme vous le savez aujourd'hui, il y a les Braves, qui sont des unités très dangereuses, qui sont des unités qui font très très peur, et qui sont des unités qui montrent cette pratique de très grande violence, qui n'est pas, encore une fois, une violence des policiers, qui est une violence de la façon dont ce pouvoir se met dans une barricade à la fois institutionnelle et à la fois policière contre la population, contre l'expression, encore une fois, d'un droit fondamental. Sincèrement, personne n'est dupe. Nous sommes dans une chaîne d'infos en continu qui, depuis 48 heures, ne parle que de ça. Comme ce soir, en sur le plateau. Je ne suis pas venu pour ça, donc je ne sais pas pourquoi vous me parlez de ça. Donc c'est bien que c'est votre agenda. Donc ce que je vous dis, mais 68 n'est pas forcément mai 2023. Ce que je vous dis, c'est qu'à ce moment-là, il y a eu un préfet de police. Il s'appelait Maurice Grimaud. Il a fait une adresse aux forces de police en disant « frapper un manifestant à terre, c'est se frapper soi-même ». Nous avons aujourd'hui, je le redis, depuis pratiquement 6 ans, ça a été le cas au moment des Gilets jaunes, ça a été le cas au moment de toutes les contestations possibles, un pouvoir qui, au lieu d'admettre la contestation, d'admettre la critique, d'admettre les contre-pouvoirs, même de respecter les syndicats. Regardez comment M. Macron s'est comporté à l'égard du responsable de la CFDT, M. Laurent Berger, qui a un pouvoir qui humilie le pays, qui humilie le peuple, qui humilie la diversité de son expression. Et donc, bien sûr que cela provoque des violences, bien sûr que cela crée des violences. Qu'il y ait une colère populaire qui déborde et qu'en effet, ça pousse à la violence. Et on l'a vu avec les Gilets jaunes, des gens qui sont désespérés. Pourquoi pas? Et en effet, notre histoire est remplie de cela. Mais à côté de ça, vous avez des gens qui n'en ont rien à faire de la réforme des retraites, qui sont des petits bourgeois diplômés qui gagnent bien leur vie et qui veulent casser du fric. Vous avez été sur le terrain. Il y a un livre sur les Black Blocs qui vient de paraître, il est décrit très bien. Là aussi, c'est documenté. C'est pas documenté par moi, c'est documenté par un chercheur qui a fait un livre. Que la journée du 1er mai ait eu comme événement les Black Blocs pour moi. Elle a eu un événement. Vous vous rendez compte, encore une fois, de l'agenda. Nous avons eu le plus gros 1er mai depuis des années. Nous avons traité mais en mai 68, on n'incendiait pas les policiers. Il y avait le procès Grimaud d'un côté, et il y avait de l'autre côté des gens qui incendiaient des voitures, mais pas les policiers à coups de cocktail Molotov. Nous avons eu un 1er mai massif. Nous avons eu des
manifestations dans toutes les villes de France les plus importantes. Nous avons eu des rassemblements tout à fait... parce que les Black Blocs, c'est un ou deux incidents à Paris, selon... À Lyon aussi, à Nantes, à Rennes, à Angers. Edoui, ouvrez les yeux sur une violence qui dessert votre cause. Votre cause. Sincèrement. Qui dessert ou qui sert sa cause. Je ne sais pas. Je vous fais la défense du peuple. Vous défendez le peuple. Mais vous, et même le lumpen et vous défendez quoi? Nous aussi. Mais vous le faites d'une manière qui est particulièrement active depuis des années. Cette frange d'ultra-violents, on les a vus à Sainte-Soline, on les voyait. Cette frange-là, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'elle trahit votre cause, qu'elle nuit à votre cause, en jetant notamment des tas de gens vers des solutions ultra-droitières? Mais à Sainte-Soline, excusez-moi, nous l'avons documenté, y compris en vidéo, y compris entre gendarmes. À Sainte-Soline, c'est les consignes du maintien de l'ordre qui ont provoqué le désordre. Ah bah bien sûr, les pluies de cailloux, c'est parce qu'il y avait des gendarmes. Lisez Mediapart. Bon, on avance pour glisser vers votre appel à la vigilance, Edouard Plenel. Il y a aujourd'hui, Conseil des ministres ce mercredi matin, cette phrase d'Emmanuel Macron et qui rejoint en partie la problématique de votre livre. Emmanuel Macron qui explique « Les insoumis font la courte échelle au RN, les factieux nourrissent les factions ». Est-ce que vous avez le sentiment que de par leur comportement, leur déclaration, la gauche de la gauche, les insoumis peuvent aussi favoriser l'émergence, favoriser l'émergence de l'extrême droite et faire la courte échelle, comme le dit le président, à l'extrême droite? Ce qui favorise l'extrême droite, et c'est le propos de mon livre, c'est y compris une interpellation de notre métier et de l'espace public, c'est la banalisation, non pas de l'extrême droite partisane, de ses représentants, mais de certains mots. La banalisation d'une idéologie de l'extrême droite, qui est la haine de l'égalité naturelle, de ce qui nous fonde. L'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme. Nous naissons, les êtres humains naissent et demeurent libres et égaux en droit et en dignité. En dignité et en droit, dit même la Déclaration universelle. Et donc, il y a un vrai problème français dont nous sommes tous comptables et auquel ce pouvoir ne donne pas un coup d'arrêt, via des chaînes de radio, des chaînes de télévision, des talk-shows très divers, et jusqu'au service public, où ces idées antidémocratiques ont pignon sur rue. Ça, c'est le propos du livre, et c'est mon alerte. Deuxièmement, la courte échelle à l'extrême droite, c'est une expression que j'ai utilisée il y a quelques semaines, et peut-être que M. Macron ou Mme Borne lisent Mediapart, et essaye de faire cette petite prise de judo communicationnelle en reprenant cette formule. Le barrage est devenu une courte échelle. Nous avons un pouvoir qui, de manière très explicite, a décidé de diaboliser son opposition de gauche dans sa diversité, dans sa pluralité. Je rappelle que Mme Elisabeth Borne, elle a commencé où ? Dans des ministères, au cabinet de Lionel Jospin, quand M. Mélenchon était secrétaire d'État à l'enseignement professionnel. Il n'était pas un factieux. Je rappelle que son directeur de cabinet a été longtemps militant communiste. Ils savent ce qu'est la gauche, dans sa diversité, dans sa pluralité. La gauche, ce n'est pas Mélenchon. La gauche, c'est un groupe parlementaire où il y a Mme Autain qui a débattu avec M. Cazeneuve. Il y a des communes... Excusez-moi. Oui, mais attendez, il faut aussi qu'on vous interroge sur ce que vous dites et rebondir sur ce que vous dites. Là, l'attaque d'Emmanuel Macron, elle est destinée non pas à la gauche, mais à la France insoumise. Vous poserez la question à M. Mélenchon si vous le voulez. Moi, je vous fais ma réponse. C'est la communication de ce pouvoir d'essayer de sortir de sa propre situation en diabolisant ses oppositions de gauche. C'était ce que j'étais en train de vous expliquer. Il a une opposition de gauche parlementaire. Il décide de la transformer en factieux, en ennemi de la République, en ne plus la considérer. Dans le même temps, il décide d'annexer les anciens amis de Mme Bachelot, les Républicains, de les souhaiter au gouvernement, ils y sont, en la personne de M. Darmanin et de M. Le Maire, et d'essayer de faire passer ces lois avec les Républicains. Du coup, il installe, non
pas un face-à-face, mais un partenariat avec l'extrême droite. Vous en avez eu une preuve. Monsieur Attal, qui essaye de créer un nouvel agenda du gouvernement. Monsieur Attal, dont je rappelle, parce qu'il faut rappeler la généalogie de ces gens-là. Il y a 7 ans, il était socialiste. Eh bien, monsieur Attal, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Madame Le Pen, débattons des impôts. C'est-à-dire, le seul débat est avec Madame Le Pen, avec l'extrême droite. Donc nous avons en effet un pouvoir qui installe l'extrême droite comme son partenaire légitime et qui, en brutalisant le pays, en allant jusqu'au bout de la violence des institutions de la Ve République, fait le lit, fait le jeu de l'extrême droite. Alors, il faut que tout le monde vous réponde. Le nom de Macron n'est même pas présent. Donc de quoi vous me parlez? Il parle du risque de retour aujourd'hui des fascistes dans le pays. Non. Il ne parle pas d'un risque. Parlons du livre. Excusez-moi, il parle... vous dites que le fascisme est... Mais non, il n'y a même pas le mot fascisme. Un petit peu quand même. Fascisation accélérée, c'est dans le livre. Fascisation accélérée, on l'a pas inventé. Vous citez des auteurs qui utilisent ce terme. De quoi il vous parle? réhabilitez des auteurs dont personne ne parle d'ailleurs. Il parle du journalisme. Il parle des intellectuels. Et puis de cette volonté d'interpellation. Et donc, j'en reviens. Je ne me dérobe pas sur la gauche. Je ne suis pas la gauche. Je suis journaliste qui documente y compris ce qui emmerde la gauche. Je crois avoir sorti plus d'informations dérangeantes pour la gauche que les personnes qui sont sur ce plateau. Nous sommes d'accord. J'ai fait un livre sur le vol du congrès de Reims par Marty Aubry. Je sais, sur la Popole. Je vois très bien. Je parle d'affaires qui dérangent la gauche. Les affaires financières de la France insoumise, où est-ce que vous les avez trouvées? Sur Mediapart. Il y a Cahuzac sur Mediapart. Il y a l'investigateur puis il y a l'intellectuel. Donc, le problème, je ne suis pas là pour défendre une gauche qui est aussi comptable de ses divisions, de l'état du pays, etc. Je suis en train de vous dire que nous avons une présidence qui, à 2 reprises, a été élue pour faire barrage à l'extrême droite. La première reprise, ça se produit par un groupe d'extrême droite plus important que jamais, avec un président qui ne donne pas de consignes véritables de front républicain pour empêcher cela. Vous le savez, le groupe d'extrême droite de 89 députés, il est produit par le fait que les gens du camp présidentiel, genre « je préfère Hitler plutôt que le Front populaire », n'ont pas joué le jeu du barrage. Non, vous avez tort, monsieur Plenel. Il y a un vote d'adhésion au Rassemblement national aujourd'hui. Si le Front républicain ne fonctionne pas, c'est parce que effectivement le vote Rassemblement national aujourd'hui est implanté. Vous accusez qui de préférer Hitler au Front populaire? Je parle de l'ampleur du score de l'extrême droite. Le RN a battu beaucoup de députés Renaissance. Deuxièmement, vous vous trompez, monsieur Plenel. C'est une erreur. Gagez que vous n'ayez pas raison sur tout, et en l'occurrence, je pense que vous l'avez fait sur ce sujet. Je dis juste que nous avons une présidence qui devait faire barrage à l'extrême droite, et l'extrême droite est plus forte que jamais. C'est la responsabilité de ses opposants, c'est la responsabilité de la gauche. Notamment aussi la responsabilité de ses opposants. On va juste remettre les choses au clair. Et c'est le cœur de votre livre, vous dites qu'il y a une responsabilité collective, notamment des médias. On va y venir, mais juste une phrase que vous venez de prononcer. Qui accusez-vous de préférer Hitler au Front populaire? Mais vous avez eu beaucoup de gens qui ont dit, s'il y a un second tour entre la gauche et l'extrême droite, je ne voterai pas pour la gauche. Vous l'avez entendu. Donc pour vous, Marine Le Pen, c'est Hitler. Mais qui dans la classe politique a dit ça? Dans le débat médiatique. Dans le débat... oui, mais enfin... C'est pas une consigne présidentielle. Quand on porte une accusation pareille, il faut citer des noms. Non, mais c'était confus dans le propos. Les avocats... Éric Ciotti a dit, par exemple... Non, mais c'est pour essayer de comprendre, précisément. Qui a dit ça? Qui a laissé entendre ça? Quelqu'un qui est sur les plateaux. Par exemple, Raphaël Enthoven il dit qu'il a regretté après. Comment dire? Vous avez... Et notre débat le montre, vous avez un climat où on a l'impression que le danger du pays, c'est une gauche factueuse, dangereuse, menaçante, irresponsable, qui a perdu les classes populaires, alors que nous avons un débat public, c'est le propos de mon livre, qui est empuanti par l'idéologie qui fait le lit de l'extrême droite et avec un pouvoir qui n'y fait pas barrage.
qui n'y fait pas barrage intellectuellement, qui n'y fait pas barrage dans les thématiques. Mon livre raconte comment nous nous habituons à des mots. Alors, quels mots précisément? Grand remplacement, séparatisme, c'est même une loi, séparatisme. Grand remplacement, ce sont deux mots simples que nous acceptons de débattre. Ah non, nous combattons, on combat. Nous, tous les jours. Je suis le nous, il n'y a pas que vous. Non mais, vous l'acceptez pas, ce grand remplacement, vous le combattez tous les jours, nous aussi. C'est un concept stupide et dangereux. C'est pas ça que je dis. C'est que je pense que on ne doit pas en débattre. On doit... Vous voulez de la censure? Je pense qu'on ne discute pas recettes de cuisine avec des anthropophages. C'est ça, vous citez ce truc-là. Mais alors dans ce cas-là, il faut aussi censurer ceux qui disent, par exemple, qu'il y a une mauvaise république ou que la police tue. On ferait tout, Edoui, dans la censure. Parce que votre livre est passionnant, il est très cultivé, il se lit très agréablement, très historique. Vous réveillez aussi des anciens appels à vigilance qui sont très bien, mais il a deux défauts. D'abord, vous êtes, mais c'est aussi ce qui fait votre charme de combattant, excessif et parfois injuste. Vous êtes ainsi injuste avec le pauvre Johann Gottfried von Helder, que personne ne connaît, mais qui a inventé le Sturm und Drang allemand. C'est un nationaliste incontestable. Il combattait l'esprit des Lumières français. Vous en faites un peu le grand-père d'Hitler, si j'ose dire. C'est un peu beaucoup, quand même. C'est un peu beaucoup. Mais bon, ça n'intéresse que nous. Vous êtes injuste avec Marcel Gauchet, Paul Lyonnais, Éric Conan. Je ne suis pas d'accord avec leurs idées politiques, mais je trouve qu'ils restent dans l'arc républicain. Mais surtout, au-delà d'être excessif et injuste, parce que c'est ça aussi les pamphlets, je trouve que vous êtes borgne, si j'ose dire, pour un livre consacré à l'extrême droite. C'est-à-dire que vous ne nous dites jamais qu'il y a, et j'aimerais vous l'entendre dire, un antisémitisme d'extrême gauche, un racisme d'extrême gauche, qu'il y a un antiracisme qui est devenu raciste parce qu'il a créé le privilège blanc, qu'il y a des anti-républicains d'extrême gauche parce qu'ils combattent eux aussi l'universalisme au nom de l'intersectionnalité. Et c'est là où vous me dérangez, parce que ce côté borgne vous amène finalement à dire faut censurer toutes les idées d'extrême droite, et puis trop à droite, et puis finalement à droite, et vous ne garderez que les vôtres. Et ça me fait peur. C'est ce que j'ai lu en filigrane de ce livre. C'est qu'au bout du bout, si on suit votre logique, on pourra débattre sur les plateaux de vos idées, avec vos amis et vos concepts. Le reste sera banni. Est-ce que j'ai été paranoïaque? Ce qui nous fonde, c'est l'égalité des droits. C'est même ce qui a été proclamé avant qu'il y ait le droit de vote, avant qu'il y ait des droits sociaux, des droits démocratiques, des droits des femmes, des droits des discriminés. C'est le cœur de ce qui nous permet de continuer à avancer sur un chemin d'émancipation. Les droits des LGBT aujourd'hui, les droits, y compris les droits du vivant. Nous ne pouvons pas détruire le vivant au nom de notre puissance. Qu'est-ce que j'appelle l'extrême droite? Pour moi, c'est pas ce débat d'actualité partisane et politique. C'est le fait, est-ce que nous acceptons que dans notre pays, et nous, journalistes, dans l'espace médiatique, les idées qui détruisent la liberté, qui détruisent l'égalité, qui détruisent ce principe fondamental, après on est divers, après on n'est pas d'accord, après on discute, mais il y a un point, l'égalité naturelle. Et donc, l'idéologie de l'inégalité naturelle est-elle une idéologie comme les autres? Est-elle une idée comme les autres? Est-elle une idée dont on peut discuter tranquillement? Ma réponse, c'est non. Vous dites non. Et ma réponse n'est pas toute seule, puisque je réhabilite un appel lancé il y a 30 ans, avec des gens très raisonnables, Umberto Eco, Jean-Pierre Vernant, compagnon de la Libération et grand intellectuel, Michel Perrault, historienne du féminisme, Françoise Héritier, qui a beaucoup documenté tout cela, et bien d'autres, et Pierre Bourdieu, etc. Et donc tous ont dit quelque chose qui est évident quand on sort de notre pays. Ça s'appelle le cordon sanitaire dans tous les médias belges. Ça s'appelle la loi fondamentale allemande, que les idées de l'inégalité naturelle, les idées qui disent qu'il y a des civilisations supérieures à d'autres, des origines supérieures à d'autres, des origines supérieures à d'autres, des apparences supérieures à d'autres, des croyances supérieures à d'autres, des sexes ou des genres supérieurs à d'autres, les idées qui font le terreau
de toutes les haines, de tous les racismes, de l'antisémitisme, de l'islamophobie, de la LGTB-phobie et ainsi de suite, eh bien, ces idées-là ne sont pas des idées comme les autres que nous pourrions accepter dans l'espace public. Et nous sommes quand même des journalistes. Nous avons produit un journaliste tête de gondole du service public le samedi soir, éditorialiste du journal de référence du quotidien de droite, qui a été le publiciste de ces deux mots simples, le grand remplacement, qui est une idéologie meurtrière, qui dit qu'il y a une... Sinon, il faut pas y arriver. Abominable à la présidentielle. Mais je ne vous parle pas de son score, je vous parle de la diffusion de ses idées. Mediapart documente la haine ordinaire. Je veux bien que vous ne la voyez pas. Les actes qui sont commis au nom de tout cela. Il y aura toujours ça, et ce sera, y compris dans le café du commerce, des gens qui expliqueront ces préjugés. La question que je nous pose, et qui, à la différence de ce que vous venez de dire, est spécifique au débat public français, est spécifique à l'existence quand même, avec un milliardaire derrière, de chaînes d'opinion qui sont des chaînes racistes, des chaînes de violence profonde. Je parle évidemment des chaînes du groupe Bolloré. Eh bien, ce qui est spécifique à la France, c'est que ces idées ont pignon sur rue et micro ouvert. Mon problème n'est pas le score. Mon problème n'est pas le score électoral de Éric Zemmour. Je le documente dans le livre. Les catastrophes, elles n'arrivent pas soudainement, elles n'arrivent pas brutalement. Le fascisme italien est arrivé par les urnes en 1922. Le nazisme hitlérien est arrivé par les urnes. Les urnes, c'est un peu la marche. Est-ce que je peux poser une question concrète ? Je termine juste ma phrase. Et donc, ils sont arrivés comment ? Dans un climat où des mots se sont banalisés, où des expressions se sont banalisées. Je parle du débat médiatique. Je parle du débat public. Est-ce que c'est pas la meilleure façon aussi d'être en phase 2 et d'avoir un contre-discours. Justement, je crois que justement, si vous voulez, si vous faites rentrer des le loup dans la bergerie. Oui, c'est-à-dire, vous savez, il y a eu c'est toute une réflexion d'un intellectuel qui a été à l'origine de la loi fondamentale allemande. La loi fondamentale allemande a réfléchi à l'effondrement de la République de Weimar, qui a permis le nazisme. Et donc, la loi fondamentale, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de la tolérance. Nous sommes tolérants. La démocratie, c'est un régime de liberté, de libre expression. Mais je vais être très concret. Mais je vous dis d'abord le préambule. Et donc, dans cette libre expression, ça veut dire qu'il y a une limite. Il y a une limite qui est que nous ne pouvons pas laisser s'ébattre librement des idées intolérantes. Et en conséquence, le débat sur l'Arcom, il concerne le fait qu'il y ait des chaînes de radio et de télévision en accès libre qui soient des chaînes d'opinion. Eh bien ça, pour moi, ça ne devrait pas être possible dans une société démocratique. Comme je le dis, en faisant peur, au nom de la liberté de dire, de tout dire, y compris le pire et y compris l'abject, au nom de cette liberté d'opinion générale, de donner en accès sur ma radio, sur ma télévision, pas acheter en ligne ou acheter dans un kiosque. J'ouvre ma radio, j'ouvre ma télévision et j'entends des horreurs. Mais ces chaînes sont surveillées par la justice. Mais elles sont. S'il y a des propos qui sortent du rail légal, elles ont des amendes. Il y a des amendes. Elles ont des amendes, mais elles diffusent le pire. Les chaînes du groupe Bolloré sont impensables en Allemagne, sont impensables en Belgique et sont impensables dans des régulations démocratiques. Si vous nous laissons faire cela, nous aurons demain, au nom de la liberté de dire, je raconte cela dans mon livre, eh bien Radio Mille Collines. Radio Mille Collines, c'est créé au nom de la liberté de dire, de la liberté d'opinion. Et comment arrive la catastrophe ? Comment des gens arrivent ? Tout, là, mais je ne mélange pas. Mais non, vous mélangez tout. Le contexte du Rwanda n'est pas le Rwanda, comment ça n'a rien à voir avec le pays dans lequel on vit, la démocratie. Mais pourquoi ça n'a rien à voir ? Comment l'horreur arrive ? Comment la barbarie arrive dans la civilisation ? Vous ne vous êtes jamais posé la question ? Par les médias. Vous pensez que c'est par les idées, par les mots, bien sûr. C'est tout le propos de mon livre. C'est tout le propos de mon livre. J'ai une question. Et c'est le propos de Gramsci. Bien sûr. Voilà. Heureusement que j'ai une complice. Je comprends cela. Je suis Mediapart. Je suis désolé. Je ne suis pas autre chose que Mediapart.
C'est l'accomplissement de ma vie. Un journal indépendant au service de l'intérêt public et qui ne se contente pas de faire du blablabla d'opinion, qui tous les jours apporte des infos que vous ne trouverez pas ailleurs. Je viens ici raconter comment, à partir de l'expérience de ce journal, nous sommes inquiets. C'est un livre d'inquiétude. Et je viens interpeller notre monde, votre monde, car je ne suis pas sur des chaînes d'infos en continu tous les soirs, sur le fait que pendant que vous êtes obsédés par allez, les violences policières, allez, Mélenchon, allez, le bilan. Ben, je prends les questions que vous m'avez posées. Et je prends les questions que vous m'avez posées. Eh bien, je viens vous dire, pendant ce temps-là, il y a des choses que vous ne voulez pas voir. Mercredi prochain, je vous y invite. C'est à la salle Olympe de Gouges, grande féministe, dans le 11e arrondissement. Guillotiné quand même. Hein, bien sûr, bien sûr. Et nous sommes de son côté. Et nous sommes de son côté, comme nous sommes avec Toussaint Louverture. Eh bien, nous faisons, Mediapart, une réunion publique sur la haine ordinaire. Alors, la haine ordinaire. Qu'est-ce que c'est la haine ordinaire? Les mots dont nous parlons. Et c'est pas Mélenchon le sujet. C'est qu'aujourd'hui, à Calac, sur les migrants, et ailleurs, dans plein d'endroits, il y a tous les jours des violences qui concernent les personnes qui sont concernées par ces mots. Vous connaissez le chiffre, il est documenté. Vous savez que chaque année, plus d'1 million de Français qui vivent en France sont victimes d'actes racistes. Plus d'1 million, plus d'1 million. Et j'ajoute juste une chose, cette haine ordinaire, elle est au cœur du sujet que je suis venu expliquer ce soir. Et c'est aussi au cœur des nouvelles réseaux sociaux. Est-ce que c'est pas déjà trop tard? Je ne vous parle pas encore une fois, du café du commerce, du préjugé courant, de la haine ordinaire. Oui, mais les réseaux sociaux, c'est pas le café du commerce, c'est des millions de gens. De gens diplômés comme vous, portant bien la cravate, étant propres sur eux, étant à l'université, étant des intellectuels qui sont académiciens, y compris l'Académie française est très présente dans mon livre, et qui diffusent des... Mais s'ils sont plus sur les plateaux, ils seront sur les réseaux sociaux, ils seront sur Twitter comme Trump. C'est pas ça, je vous parle de la légitimation. Encore une fois, ce pouvoir a mis à l'ordre du jour qu'il faut se souvenir du centenaire de la mort de Barès. Barès, La Terre et les morts, qui dit que Dreyfus est coupable, je le tiens de sa race. Oui. Nous sommes dans un pays où c'est arrivé par les mots aussi. C'est arrivé par des gens, encore une fois, très propres, très bien sur eux, qui fréquentaient, comme on fréquente dans les milieux parisiens, journalistiques, éditorialistes. Je vais vous prendre un exemple. Ce bonhomme qui s'appelait Édouard Drummond, c'est l'inventeur de l'antisémitisme moderne. C'est pas une histoire allemande, c'est une histoire française. Il fréquentait tout le monde, y compris Zola, qui un jour va dire toutes ces horreurs, c'est pas possible, et du coup va se réveiller et va prendre la défense du capitaine Dreyfus. Il publie La France juive, le premier manifeste de l'antisémitisme moderne, avant le célèbre faux tsariste du protocole des sages de Sion. Et si vous aviez été voir Monsieur Drummond, en lui disant, vous savez, cher ami, tout ce que vous écrivez là, c'est terrible, hein, ça va provoquer dans des montagnes de cadavres. Vous êtes en train de diaboliser une population, une identité, une origine, comme quelque chose qui est extérieur au pays. C'est ça le grand remplacement. Hein. C'est de dire qu'il y a des gens dans notre pays qu'il faut chasser, qu'il faut faire partir, qu'il faut rendre invisibles, et s'ils ne veulent pas... Est-ce que je peux poser à nouveau une question concrète? Je termine sur Drummond. Et si vous aviez été voir... On n'est pas les complices de Drummond, mais non, quand même. C'est pas de vous dont je parle. Je vous parle, mais je vous dis, si vous aviez été voir Drummond et vous lui avez dit, c'est terrible ce que vous faites là. Drummond dit, mes chers amis, je ne fais qu'exprimer une opinion. Mais on l'aurait combattu. Vous pouvez la contester d'ailleurs. Vous pouvez la combattre, mon opinion. D'ailleurs, mon journal, aurait dit Drummond, qui s'appelle comment? La libre parole, sous-titré La France aux Français. Et donc, ce que je vous dis en clair, c'est qu'une démocratie, pour se protéger, ne peut pas accepter une liberté d'opinion infinie pour des opinions antidémocratiques. On a eu tort, par exemple, de parler... Ce que je veux dire, encore une fois, mais pour moi, ça me paraissait une évidence, c'est que nous avions un fond commun, qui est que ces idées-là, elles doivent être à la marge, elles doivent être à côté, et elles n'ont pas pignon sur rue, pas plateau ouvert, et encore moins un milliardaire
qui s'offrent des médias de propagande qui diffusent ces idées-là. Pour revenir là-dessus, une dernière chose, de là à dresser un pont, un parallèle, je ne sais pas comment dire ça, entre ce qui se passe sur ces chaînes de milliardaires, comme vous dites, pour M. Bolloré avec CNews, et ce qui a pu se passer au Rwanda avec la radio d'Émile Colline, je me mets à la place de ceux qui bossent tous les jours chez CNews, c'est absolument insupportable qu'il y ait eu ce parallèle dans cette interview. Et je voulais vous le dire, on arrive au bout. Mais la question, c'est comment ça arrive? Comment la barbarie arrive à la civilisation? Et il faut regarder ça. Nous avons les barrages chez nous, qui n'avaient pas au Rwanda. Il m'a dit qu'il y a peu de temps, donc je réponds. Vous dites, vous avez les barrages, regardez le bilan et regardez l'état du pays. Et donc, comment ça arrive? Vous vous souvenez de cette scène de la cruauté sur CNews? Christine Kelly, qui est de mon pays d'enfance, qui a été fait 2 mandats au CSA. Et nous avons ce monsieur Zemmour qui dit, ils sont tous criminels. Ils sont tous ceux qui sont arabes, qui sont noirs, ils sont tous. Pas tous, Eric, si, ils sont tous. C'est les migrants, oui. Ils sont tous les migrants. Qu'est-ce que ça dit, ça? Ça dit, c'est un appel à l'exclusion, c'est un appel à l'effacement. Et la justice est passée derrière. Bien sûr, la justice est passée derrière. Mais depuis, ces opinions-là sont toujours là, et ces invitations sont là, et ces médias sont là. La vigilance, c'est aux éditions de La Découverte. Merci d'avoir été avec nous pendant 1 heure, Edoui Plenel, ce soir sur BFM TV. Merci à mes camarades, merci à vous.